peut applaudir André. Et là, waouh. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Namasté, shukran, merci d'être là. C'est un plaisir, André, de vous accueillir ici dans les locaux de la Voix du Nord. Laurent et Yann, on ne s'est pas présenté. Voilà, on ne s'est pas présenté, on est très heureux de vous recevoir. On a de nombreux lecteurs, notamment 5 lecteurs qui vont vous poser des questions. Et on a envie de... C'est Annette qui va ouvrir le bal. Bonjour Annette. Moi, je vous connais surtout à travers les émissions de France Inter et de la télé. J'avoue que je ne connais pas beaucoup vos œuvres, je vais les découvrir. Ma question concerne votre première sensibilité musicale. De quand datent vos premières émotions musicales? Avec quel auteur? Alors, je ne sais pas si votre maman était musicienne. C'était le papa qui était musicien. Le papa. Oui. Et la première émotion musicale, je crois que c'est Jean Seb. Enfin, je parle de Bach. C'est notre Dieu à tous. Ah oui. Et c'était mon père qui jouait les inventions de Bach. D'accord. Et du coup, la première invention, et vous aviez notamment, quel âge? J'avais, je sais pas, 4-5 ans. Il y a toujours eu un piano à la maison. Et j'entendais mon père qui jouait du piano quand il rentrait du magasin. Il était tailleur pour dames. Et puis ensuite, il a eu des... Et ma mère travaillait au magasin, elle était vendeuse, elle était toute en sourire, et lui, il était à l'atelier derrière. Et alors, il avait un maître de tailleur, vous savez, qui se mettait autour du cou. Et plus tard, quand j'ai travaillé avec les bandes magnétiques, et qu'on faisait des montages, on prenait les bandes et on se les mettait autour du cou comme ça. Et je me disais, tiens, c'était ce geste-là que je le voyais faire. Donc, mon premier émoi musical, oui, on va dire que c'est Jean-Sébastien. Et puis ensuite, quand il m'a dit à l'âge de 5 ans ou 6 ans, est-ce que tu veux apprendre le piano? J'ai dit, bah oui, évidemment. En fait, je voulais me le faire, quoi. Parce que je le sentais qu'il galérait un petit peu. Et je me disais, c'est prenable. Donc, on peut y aller. Je vous dis ça parce que moi, j'ai dégoûté mes 3 enfants de la musique. Ah bon? Mais oui, parce que un enfant, quand vous écoutez du jazz à 200 à l'heure ou quand vous le jouez à 200 à l'heure, s'ils se disent non, c'est pas possible, c'est imprenable. Donc je sentais que moi, il y avait un espace où je pouvais aller. Je pense que pour un enfant, il a envie de trouver un espace dans lequel il va s'exprimer lui, quoi. Par contre, quand des gens viennent me dire voilà, mon enfant, je voudrais qu'il fasse de la musique, mais moi, j'en fais pas. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Je leur dis, apprenez l'instrument avec lui. Ça sera formidable parce que vous serez du même niveau tous les deux. Et à un moment donné, il va vous mettre la pige. Donc, du coup, il va se sentir bien, quoi. Et c'est quelque chose que vous pourrez partager avec, quoi. Parce que parfois, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, j'ai compris une fois qu'ils étaient grands, c'est ma fille qui me disait, mais tu te rends pas compte, la barre était trop haute, c'était un truc imprenable. De toute façon, on sentait que, voilà, ça c'était, on n'y arriverait pas. Parce qu'il y a quand même cette affaire de rivalité, qu'on le veuille ou non, entre des parents et un enfant qui pratiquent le même art, quoi. C'est compliqué parfois. Mais moi, mes premiers émois, pour répondre à votre question, on m'a dit, fais des réponses courtes, c'est raté. C'est donc Jean Seb. Jean Seb, c'est le dieu de tous les jazzman. Jean Seb, c'est le musicien universel qui dépasse, je dirais, tous les styles et toutes les cultures. Le plus bel exemple, c'est... vous avez 5 minutes, là? C'est Rubinstein, okay, le grand pianiste Arthur Rubinstein. À la fin des années 60, en Chine communiste, il faut se rappeler que la Chine, elle est complètement fermée, elle est toute seule, et qu'elle est dans une doctrine, je dirais, hyper marxiste, on va dire. Il considère que la musique classique, c'est la musique de la bourgeoisie décadente occidentale, ok? Donc il déteste ça. Il y a toute une génération qui naît sans en écouter. Puis à un moment donné, il y a une ouverture. Ils se disent, tiens, ça serait bien qu'on s'ouvre un peu sur le monde. Bah, on va peut-être écouter un concert de musique classique.
Alors il se renseigne, qui est le meilleur? Le meilleur, il s'appelle Arthur Rubinstein, c'est un pianiste, donc il l'invite. Et imaginez, lui, sa responsabilité, il va faire un concert devant des gens qui n'ont jamais écouté aucun des compositeurs qu'il va jouer. Et il le raconte lui-même. Il dit, je commence comme d'habitude par une pièce de Bach. Ça me chauffe les doigts, c'est facile, ça échauffe. Et puis il y a toujours des gens qui arrivent en retard au concert, donc voilà, ils s'assiedent et tout pendant que je joue. Puis après, j'attaque Chopin, puis après je fais Liszt, et après je fais Rachmaninoff. C'est-à-dire difficulté croissante. Pour arriver au summum, Rachmaninoff, il avait des doigts, il pouvait presque faire 2 octaves. Et là, il finit en feu d'artifice. Fin du concert, les Chinois viennent le voir dans sa loge et il leur dit alors, quel est le morceau que vous avez préféré? Et ils lui font, c'est quoi le premier morceau que vous avez joué? Et lui, du coup, il tombe de sa chaise, il dit, enfin, vous rigolez, ça c'était Bach, c'était pour me chauffer les doigts. Alors les Chinois lui répondent, vous savez, en Chine, nous sommes très habiles de nos doigts. Alors la virtuosité, on s'en fout. Mais par contre, la grande musique, ça, on adore. C'est le plus bel exemple que je puisse vous donner sur l'universalité de Jean-Sébastien Bach, parce que pour le coup, c'est un mélange de mathématiques, d'architecture. Il n'y a pas une musique qui est plus... qu'on pourrait presque dessiner dans l'air pendant qu'elle se joue. Et en plus de ça, comme son truc, c'était ce qu'on appelle le contrepoint, c'est-à-dire 4 mélodies qui s'enchevêtrent, je veux dire, donc on ne se retrouve pas avec des accords. On va dire que un accord, c'est quoi? C'est vertical, comme ça. Et puis une mélodie, c'est horizontal. Lui, avec 4 mélodies horizontales qui s'enchevêtrent, il crée de la verticalité. C'est-à-dire que c'est... En gros, vous avez une mélodie qui monte, do, ré, mi, fa, là il y a un miroir, et là ça descend, do, si, la, sol. Là, miroir, ça fait un losange, ce losange, il le transpose, il l'augmente, il le diminue, et c'est le principe du kaléidoscope. Avec quelques petites notes, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une façade de cathédrale gothique. Donc, on va dire que parfois, on dit que la danse, c'est la musique en mouvement, mais la musique, du coup, c'est les mathématiques en mouvement. Et puis, c'est Dieu aussi, Jean-Seb, il joue pour Dieu. Et puis en plus, il y a des règles harmoniques. Il ne faut pas faire des neuvièmes diminués parce que c'est dissonant. Lui, il les fait parce qu'il utilise des retards et tout ça. Bref, genius absolu. Et derrière lui, personne n'a pu aller dans la voie qu'il a tracée. Il était au sommet. Mozart, il a essayé de faire des fugues. Il faut vous dire qu'à cette époque, les musiciens étaient oubliés quand ils étaient morts. On ne jouait pas la musique des morts. Mozart découvre Bach un jour par hasard chez un riche viennois et il s'intéresse à lui, il achète des partitions. Et puis il voit ça, les fugues, parce qu'on ne faisait plus de fugues. Je vous dis, c'est vraiment un exercice pratiquement d'architecture. Et puis il en fait 1, 2, 3, et sur la 4e, il a écrit « Ich bin ein Hasel », ce qui veut dire en allemand « je suis un âne ». Et si vous écoutez la fugue qu'a fait Mozart, on éclate de rire parce qu'on dirait un petit gamin, Mozart avec tout son génie, incapable de faire une fugue qui tienne un tout petit peu la route. Donc il a été dans un genre où personne d'autre n'a été plus haut, et c'est un genre qui est universel, quoi, où qu'on veuille. Il y a un disque que je vous conseille, il est très joli, il s'appelle Lambarena. C'est quelqu'un, il s'appelle Hugues de Courson. Il a imaginé, c'est un disque qui date des années 90. Le professeur Schweitzer et avait une léproserie à Lambarena, c'est au Congo. Et tous les soirs, il sortait un harmonium et il jouait Bach devant tous les Africains qui s'asseyaient pour l'écouter. Il paraît que la scène était assez incroyable. À partir du moment où il commençait, ça marchait que pour Bach, tout le monde s'asseyait. Et Hugues de Courson a imaginé les Africains répondre à Bach. Et du coup, c'est un dialogue entre Jean-Seb et les Africains qui répondent. C'est merveilleux. Vous m'avez posé juste une petite question, je vais essayer de... La réponse n'était pas... La réponse était... C'était passionnant. C'était intéressant. Et la prochaine question est pour Alain. Alain. Bonjour Alain. Yannette, il faut donner le micro. Alain, il veut le micro. Le micro. Alors, rebonjour. Donc, la question que je vais vous poser, c'est sur le rôle de la musique dans notre société. Donc, à l'ère des réseaux sociaux et des crises, quel est, selon vous, le rôle social de la musique et des artistes? Vous parlez souvent de la musique comme d'une ode au vivre ensemble.
C'est un peu votre album d'ailleurs, je crois, hein, qui est sans frontières. C'est pour ça que vous l'avez en tout cas présenté. Oui, oui. Alors, le rôle du musicien, et ça depuis Orphée, j'aime citer les Grecs. Orphée, c'est le dieu de la musique chez les Grecs. Et son rôle, on dit que quand il jouait de la lyre, il rendait les lions doux comme des agneaux. Les pierres, elles devenaient douces comme de la mousse. Et bref, il mettait de l'harmonie partout. L'harmonie, c'est un terme musical qui signifie que tout va bien, tout d'un coup, qu'on vit ensemble. Et les Grecs disaient, Orphée transformait le chaos, chaos en grec ça veut dire désordre, en cosmos. Cosmos ça veut dire ordre. Cosmétique ça veut dire mettre de l'ordre sur son visage. Bref, donc le rôle du musicien depuis toujours, et avant lui, chez les Égyptiens, parce que les Grecs ont tout piqué aux Égyptiens, c'était Osiris qui faisait ça. Son rôle, c'était de pacifier le monde avec son instrument de musique. C'est quoi la musique? C'est dans le chaos des sons qu'on peut entendre dans la nature, encore que dans la nature, c'est plutôt plaisant à écouter ce qui se passe, mais on va dire dans notre ville, imaginez dans nos cités, le musicien utilise les sons pour les accorder ensemble. C'est quoi le principe d'un accord? Regardez ce mot comme il est joli. Accord, accord de sol majeur, accord de ré, accord de la mineur. Mais accord, ça veut dire aussi on s'accorde, on tombe d'accord, on s'entend, on trouve un terrain où on se comprend. Le rôle du musicien, c'est transformer le chaos des sons en harmonie. Donc, quand vous êtes musicien, la première chose que vous avez à faire, c'est d'être à l'écoute. Sinon, ça ne marche pas. Si vous jouez à plusieurs, vous êtes obligé d'écouter ce que fait l'autre à côté de vous. J'ai même une théorie. J'ai plein de théories. Parfois, j'ai des réponses, mais je n'ai pas de questions. C'est que la démocratie moderne est née en Europe, dans les pays du Nord. Comme par hasard, c'était des pays plutôt protestants. Qu'est-ce que le protestantisme a à voir avec la démocratie? Eh bien, ceci, c'est que les protestants, à la base, c'est des chrétiens. Luther, il s'insurge juste, il est moine, et le pape de l'époque, Alexandre Borgia, a plus d'argent pour réparer la Sixtine. Il y a eu les guerres contre les Turcs, le clergé n'a plus d'argent. Du coup, il décide d'inventer un truc vachement bien qui va s'appeler les indulgences. Les indulgences, c'est quoi? C'est vous avez fait des péchés. Il faut se rappeler quand même qu'à cette époque-là, on est au XVIe siècle, les gens croient dur comme fer que après la vie, il y a le paradis ou l'enfer. On a un des deux. Donc, on est très embêtés. Donc, on va beaucoup dans les monastères. On demande aux moines de prier, c'est leur boulot, pour les morts qu'on aime, ceux qui étaient de sa famille, pour les aider à être sûrs qu'ils aillent là-haut. Et c'est comme ça que les moines, les monastères vont prospérer. Mais ça existe dans toutes les civilisations. Chez les Égyptiens, dans les temples égyptiens, c'était les prêtres qui étaient les plus riches parce qu'on venait amener de l'argent pour qu'ils aident les défunts à aller toujours pareil au paradis, etc. Chez les Incas, c'est la même chose. Ce sont les prêtres qui détiennent tout parce qu'encore une fois, quand on est malade, quand on va pas bien, quand on a quelqu'un qui s'en va, on donne de l'argent en disant vous vous occuperez bien de lui quand il sera là-haut. Et donc ce pape invente ce truc en disant on n'a plus d'argent, tiens moi je vais dire un truc, même si tu as fait tous les péchés du monde, tu as tué, tu as violé, tu as volé, à partir du moment où tu payes, tes péchés sont oubliés et tu peux aller au paradis. Ça correspond au début de l'imprimerie. Il y a carrément un moine allemand qui va
imprimé à lui tout seul 200 000 indulgences avec un slogan publicitaire « Quand ton écu teinte dans la gabelle, ton âme s'envole au paradis ». Et là, Luther, il dit « Non mais attendez, on peut pas, ça va trop loin ». Il faut vous rappeler que le pape Borgia avait une de ses dernières maîtresses avait 14 ans et il l'avait mariée avec un prince pour officialiser, enfin voilà, et il l'avait installé tout près de chez lui. Donc c'est ce genre de personnage qui invente ce truc de dingue qui va fonctionner quand même. Et là, Luther, il dit, c'est pas possible, c'est pas du tout chrétien, ça va pas, il faut faire un concile. Un concile, c'est quoi? Vous n'auriez pas dû me poser cette question. Un concile, c'est que tout d'un coup, une assemblée de tous les évêques qui est au-dessus de l'autorité du pape. C'est-à-dire que si ce qui est décidé dans le concile, on peut même décider la destitution du pape. Donc le pape, il a un petit peu la trouille, il traîne des pieds, Charles Quint l'oblige parce que Charles Quint est allemand, et finalement, il va s'arranger pour que dans ce concile, il y ait que des ennemis de Luther qui arrivent, et il va se passer dans ce concile le contraire de ce que demandait Luther, c'est-à-dire que c'est Luther qui va être excommunié. Et l'autre, il dit, bah ok, être excommunié par une bande de voyous comme vous, j'en ai rien à péter. Moi, je vais vraiment relire ce qui est écrit dans la Bible. Après tout, c'est le document. Dans la Bible, il n'y a pas de pape, ça n'existe pas. Il n'est pas prévu du tout. Les indulgences, encore moins. Il n'est pas prévu non plus qu'un prêtre ne doit pas se marier, etc. Et c'est à partir de là qu'il va créer sa propre religion. Une religion sans pape, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est des petites communautés qui n'ont plus tout d'un coup une autorité centrale, mais qui vont être autonomes, dans lesquelles les voix des femmes vont être entendues. Parce qu'auparavant, il y a quand même un certain saint Paul qui a dit que les voix des femmes se taisent dans les assemblées. Assemblée en grec, c'est ecclésia. Donc du coup, les femmes n'existent pas dans l'Église catholique, encore moins en tant que prêtresses, mais même elles n'ont pas le droit de s'exprimer, de parler, ni de chanter. Luther, il va faire tout le contraire. Il va dire, ok, ben moi, chez moi, les femmes, elles vont chanter, et ma religion, elle va se répandre par la musique, par le chant. Et du coup, ça va faire des petites communautés qui vont être autonomes, ce qui va donner le fédéralisme, mais qui, voilà, en Allemagne, en Suisse, dans tous les pays du Nord, c'est-à-dire on a des problèmes, bon, on en discute ensemble, et puis on essaye de trouver des solutions. Et puis ensuite, ça veut dire quoi si on chante à plusieurs dans une chorale? Parce que c'est ça qu'il va réclamer. Encore une fois, à l'époque, chez les catholiques, il n'y a que le prêtre et les enfants de chœur qui chantent, les ouailles répondent de temps en temps, et esquisse timidement un amen, mais c'est tout. Et chez Luther, il va essayer de compenser l'absence d'image, parce que là aussi, il est écrit que tu ne te mettras pas à genoux devant des idoles, donc pas de statue, donc même plus de Jésus sur la croix, et plus d'icônes, plus de vitraux, plus rien. Les temples protestants, c'est blanc, il n'y a rien. Donc on va compenser par la musique. Et c'est-à-dire qu'on va faire des chants. Il faut que les chants soient faciles pour que tout le monde puisse les chanter. Donc c'est des mélodies plutôt simples. Luther lui-même va en écrire plus de 400. On appelle ça des chorales. Et en même temps, pour que ça soit un peu joli, on va faire ça à plusieurs voix. Du coup, ça veut dire quoi quand vous êtes dans une assemblée et que vous devez chanter à plusieurs voix? Vous devez écouter la voix de votre voisin ou voisine qui chante une ligne différente que la vôtre, mais vous êtes obligé de l'écouter pour vous entendre avec elle et pour être en synchro. Et ça s'appelle la démocratie. Écoutez quelqu'un qui dit autre chose que vous, mais ensemble, vous allez produire quelque chose qui va être supérieur à la somme des gens qui sont là. On appelle même ça un égrégore, l'esprit d'une assemblée. Mais tout d'un coup, les gens vont se mettre à chanter ensemble. Et chanter ensemble, ça veut dire, c'est presque plus fort que vivre ensemble. Ça veut dire vibrer ensemble. Et pour le coup, même si vous n'êtes pas des chanteurs extraordinaires, alors que là, je pressens quand même un potentiel de voix psycho-érotique de dingue, mais l'ensemble va être hyper beau. Et du coup, c'est comme ça qu'il va fusionner ces petites communautés qui vont être des communautés ferventes sans une autorité centralisatrice comme ça. Et du coup, c'est ça qui va donner, je dirais, la démocratie moderne.
Il n'y a pas longtemps, il y avait un ministre de l'Éducation qui disait il faut que les enfants ils chantent, il faut réintroduire le chant pour les enfants qui chantent ensemble à l'école. C'est évidemment que c'est vachement bien parce que ça soude. Bon, après, il n'a pas mis les moyens, donc ça ne s'est pas fait, les vœux pieux, on sait très bien que, hélas. Mais voilà, donc pour répondre à votre question que j'ai complètement oubliée, c'est-à-dire sur l'aspect sociologique de la musique, non seulement elle rassemble, rassembler, en latin, ça se dit religere, ce qui va donner le mot religion. Mais pour, je dirais, la vraie religion, au sens étymologique du terme, encore une fois, c'est la musique. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église, mais ils vont au concert. Et finalement, c'est la même chose. Se rassembler dans une ferveur. Alors évidemment, c'est des cultes plus ou moins païens, j'allais dire, mais c'est le même geste. On a besoin d'être ensemble, de vibrer ensemble et de sentir qu'on appartient à une communauté. Et puis après, on rentre chez soi et puis on recommence. Réponse très complète, Alain. Oui, très bien. Là, vous n'avez plus de questions à poser. La réponse est complète. La prochaine question est pour Audrey. Bonjour. Bonjour Audrey. Je voulais savoir si vous faites encore des chansons composées pour d'autres auteurs comme Yann Folly, ou si vous faites que des chansons pour vous. Je vous coupe là, parce que je crois qu'on a des morceaux à écouter. N'est-ce pas, Cyril ? Elle était belle, hein, celle-là. Avec deux fois rien, on peut aller très loin, je serai là. Alors, écoutez, je vais vous faire un scoop mondial. C'est vrai que le chant, j'ai découvert ça. D'abord, je voulais être. D'abord, voilà, quand vous êtes étudiant de jazz, vous êtes intéressé que par les gammes pentatoniques, que par les harmoniques, que par les gammes diatoniques. C'est que des noms qui terminent en ique, mais le chant, quand j'étais jazzman, un peu ayatollah, parce que quand vous êtes jazzman, vous êtes un peu sectaire quand vous êtes jeune, vous voyez ce que je veux dire? Je faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder, j'en avais rien à péter. Jusqu'au jour où en studio, je rencontre par hasard une jeune chanteuse. Ce jour-là, je la connais pas du tout, mais on aurait dit, elle avait un visage, on aurait dit la pochette d'un disque de Miles Davis qui s'appelle Sorcerer, où il y a une sublime afro-américaine. Et il se trouve qu'elle était chanteuse, effectivement. Il se trouve que ce jour-là, il faut faire un solo sur une de mes compos, mais moi au piano c'est pas terrible, le sax c'est pas terrible, le guitariste c'est pas terrible, le trompettiste c'est pas terrible. Au bout d'un moment on commence tous à s'engueuler, plus on va s'engueuler, moins ça va être bien. Au bout d'un moment je vois cette jeune femme qui s'en va, je sais pas ce qui me prend, je lui cours après, je lui dis vous voulez pas essayer un solo? Parce que du coup je demande au patron du studio c'est qui l'apparition qui flottait dans l'espace là, il me dit c'est une chanteuse, elle est venue voir s'il n'y avait pas du boulot pour elle. Je lui cours derrière. Je suis plutôt timide, vous avez du mal à le croire, mais je vous jure que oui. Et je lui dis, vous voulez pas essayer un solo? Franchement, j'étais gonflé, quoi, parce que la première chanteuse que je vois, la probabilité pour qu'elle chante bien, je pense qu'elle était plus ténue que celle qui a fait tomber une crotte de pigeon sur l'épaule de François Hollande pendant la manif pour Charlie. Bref, je lui mets un micro, un casque, et je lui dis, improvise. Et là, bim, révélation, épiphanie. La meuf, elle avait la voix de Sarah Vaughan, quoi. Donc du coup, c'est là que je suis tombé dans le côté obscur de la musique, enfin, je veux dire, dans le côté féminin de la force. Et c'est là que je suis tombé amoureux des voix. C'est là que j'ai rencontré Yann Folly, après, plus tard. Et c'est là que j'ai consacré une grande partie de ma jeune carrière, puisque maintenant je suis vieux, j'en ai eu plusieurs, effectivement, à la composition pour les voix. Je trouve toujours que la voix, c'est le plus bel instrument du monde. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, à chaque fois, j'avais quand même un peu le même pattern. Je tombais amoureux de la voix, puis après de la personne, puis après je disais, il faut que je sacrifie tout pour que ça marche. Au bout d'un moment, vous dites, bon, peut-être il faut changer de modèle. Je suis allé voir un docteur, il m'a dit, mettez votre libido dans votre piano. J'ai dit, mais ça fait mal, docteur. Il m'a dit, essayez. Et du coup, parce que le piano,
c'est l'instrument le plus difficile à faire chanter. Ça vibre pas. Regardez le violoniste, il fait vibrer avec son doigt sur la corde, avec son archet, pareil. Il frotte, il pousse, il tire. Je veux dire, il y a de l'expression. Sur le piano, c'est... Vous faites comme ça marche pas, quoi. Donc c'est vraiment... Il y a toute une mécanique qui sépare le doigt du pianiste, le corps du musicien avec la corde qui vibre. Le trompette, il est collé contre lui, le sax pareil, enfin bref. Donc c'est l'instrument le plus compliqué à faire chanter. Et puis en plus, si vous vous mettez à jouer des mélodies au piano, vous avez... Je disais, j'avais pas envie de sonner comme Richard Klederman, quoi. Donc tout d'un coup, c'est la musique de mes ancêtres arméniens qui m'a donné l'envie de... Ouais, là, je peux y aller. Parce que la musique arménienne, elle est un peu comme la musique de Satie, comme la musique de Ravel, comme la musique de Debussy. C'est expressionniste comme ça, c'est un peu mélancolique. Vous pouvez passer des accords un peu compliqués, mais vous avez des petites mélodies. Bref, je me suis retrouvé mon expression au piano. Mais de temps en temps, comme quand vous faites un régime, le toubib, il vous dit, de temps en temps, vous pouvez vous lâcher, prendre un gros baba au rhum et tout. Et là, récemment, j'accumulais, quand j'étais dans la Nouvelle Star, dès que je voyais une meuf qui avait une voix un peu jazzy ou un chanteur, ça me titillait. Parce qu'après Liane, j'ai travaillé pour Malia, j'ai travaillé pour Aznavour, j'ai travaillé pour d'autres chanteurs, mais j'ai jamais trouvé, j'ai jamais retrouvé vraiment la fusion que j'avais avec Liane, quoi. Et l'autre jour, Pardon, je vais aller vous couper, mais continuez. Et l'autre jour, j'ai craqué, j'ai accumulé des chansons un peu jazzy comme ça, et je dis à ma meuf, j'en ai ras-le-bol. De temps en temps, parce que Stéphanie, mon épouse, elle s'occupe du festival, de 2 ou 3 festivals que je produis, notamment à Chamonix, le Cosmo Jazz, à Luchon, etc., au Beau-de-Provence. Et elle est à l'affût de tout ce qui se passe. Et de temps en temps, elle me dit « Oh, écoute cette chanteuse et tout ça. » Et je lui dis « Trouve-moi une chanteuse de jazz. » Donc, elle prend Instagram, elle m'en sort une. Elle me dit, c'est là, qu'est-ce que t'en penses? Et là, j'ai fait, what the fuck? Je sais pas ce que ça veut dire, what the fuck, mais... Alors, comment on fait avec ça? C'est comme ça. Après, on fait ça. Vous avez encore des coups de cœur. Ouais, voilà. Et celle-là, elle a 19 piges. Et tout d'un coup, j'entends carrément... Mr. Paganini, please play my Rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you'll simply have to shout to Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful button gone and sling it. Et là, je dis, mais c'est pas possible. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. Voilà, elle s'appelle Marguerite, elle a 19 ans, elle est bretonne. Et je lui dis, mais comment tu... C'est Ella Fitzgerald, ok? Voilà. Et je lui dis, mais d'où? Et elle me dit, bah, j'écoute Ella Fitzgerald depuis que j'ai l'âge de 9 ans. J'ai fait, what? Et elle me dit, ben... Je dis, mais... Ouais, avant, à 4 ans, j'écoutais Bourvil. Et puis, j'aimais beaucoup aussi Claude Nougaro. Mais quand j'ai écouté Ella Fitzgerald, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Du coup, moi, je veux la joindre sur Instagram. Et en écrivant, je m'aperçois qu'il y a 2 ans et demi, elle m'a envoyé ça, en me disant, est-ce que vous croyez que j'ai un avenir dans la chanson? Et j'ai fait, merde alors. Bon, du coup, on n'a pas perdu 2 ans et demi, puisque voilà. Et du coup, voilà, là, je travaille avec elle. Elle s'appelle Marguerite. Donc, c'était quoi votre question? Si vous écriviez d'autres chansons. Eh ben voilà. Voilà la réponse. Et vous en avez parlé un petit peu, il y a des gens avec qui vous avez collaboré, vous parliez d'Aznavour, on voudrait en mettre un morceau et puis que vous racontiez un petit peu cette... You are the one for me, formidable.
You are my love, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Désirable. Yes. Alors, voilà, ça c'est une des très jolies rencontres de ma vie, je dirais. C'est parti d'un jeu de mots. Aznavour venait de signer dans une nouvelle maison de disques qui s'appelait EMI. Et une fois qu'ils l'ont signé, un gros chèque, ils disent qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et la mode à l'époque, c'était de faire des duos. Et tout d'un coup, il y en a un qui écrit Jazz Navour. Et leur idée, il dit, et si on lui demandait de rechanter ses grandes chansons, mais façon jazzy, parce qu'il y a toujours ce jazz qui est dans Aznavour. Et à ce moment-là, moi je passe dans le couloir, et quand ils flippent tous, ils ont tous peur de s'adresser à lui, et il me voit passer, il me dit, viens là, c'est toi qui vas, toi tu vas aller lui dire. Je me retrouve en rendez-vous chez lui, et je lui propose ce projet. Je lui dis, voilà, on va réarranger vos chansons, mais façon jazzy. Et puis voilà, et puis si vous êtes d'accord, vous les chantez, mais on vous fait faire des duos, des trios, etc. Et là, il voulait pas. Il me dit, mais moi je suis pas un jazzman. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est trop respectueux de la musique. Et il dit, il y en a qu'un qui swing en français, c'est même pas Michel Legrand, c'est Henri Salvador. Donc, il avait peur de ne pas être à la hauteur du projet. Je lui ai dit, écoutez, on va pas faire du jazz d'avant-garde, ne vous inquiétez pas, ça sera très proche. Ce que vous avez entendu là, c'est tiré effectivement de Jazz Navour, mais c'est pas loin de ses arrangements initiaux. Alors il me dit, bon bah d'accord. Et puis on se rencontre, on fait tous les arrangements, je prends ses tonalités. Et puis le jour, il faut bien qu'ils viennent chanter. Je lui dis, à quelle heure vous venez en studio? À quelle heure vous les chantez? D'habitude, les chanteurs, c'est pas avant midi, quoi, parce que le matin, lui me dit 10h. 10h du matin, ok. Moi, j'arrive à 9h30. Il était là depuis 9h15 et tout. Je me retrouve tout seul avec l'ingé son, lui, et il me dit, bon, je vais dans la cabine, je compte sur vous, vous me dirigez. Je fais, oh, ouais. Il va dans la cabine, et il me dit, faites-moi signe quand je démarre. Je lui fais signe, et là, tout d'un coup, c'est chelou, à 10h du matin, t'es tout seul avec un ingé son et t'entends cette voix incroyable qui est plus forte en studio naturellement parce que t'es là pour la checker et tout. Et là, je fais mince alors. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si vous êtes dans un film, quoi. La première prise se passe. Il me regarde, il arrête, il me dit alors. Je lui fais. Qu'est-ce que tu voulais que j'avais rien à dire, mais il fallait que je dise que... Écoutez Charles, c'était super bien, mais je pense que peut-être on peut en faire une deuxième parce que dans le refrain, donnez un petit peu plus. Ah, très bien. Et puis là, j'ai fait... Voilà. Et du coup, j'ai passé, 10 jours avec lui, et c'était 10 jours absolument délicieux. Il me racontait des histoires, des trucs, et il était... Quand il m'a vu, il me dit, je suis content de voir que il y a des Arméniens qui font autre chose que cordonnier ou tailleur. Et après, il me dit, vous parlez arménien, j'espère. Je fais, bah, pas trop et tout. Mais bon, voilà. Il était... Et pour parler d'Aznavour aussi par rapport à cette histoire d'Arménie, ça a été le premier à me dire, il faut qu'on parle au turc, ça suffit maintenant. Et moi, quelque part, ça m'a fait péter un truc dans ma... Enfin, ça m'a enlevé un verrou dans la tête, quoi. Parce que c'est vrai que, évidemment, il y a ce contentieux qui ne sera jamais réglé, puisqu'ils ne reconnaîtront jamais le génocide, mais... Malgré tout, cette idée de se dire, faut parler, quoi. En même temps, il dit, faut parler aux Turcs, et en même temps, il dit, je ne jouerai jamais là-bas tant qu'ils ne reconnaîtront pas le génocide, et il n'a jamais été, alors que c'est une star là-bas, quoi. Donc voilà, grand monsieur, grand chanteur, qui traverse aussi les générations, et ça, c'est un mystère. Pourquoi Beko, non, lui, oui, on ne peut pas dire. Parce que les textes de Beko sont aussi forts, ils sont aussi... Mais bon, à un moment donné, les rappeurs se sont mis à sampler du Aznavour. Puis tout d'un coup, quand vous l'oubliez un petit peu, puis je sais pas vous, puis que vous tombez par hasard sur une chanson de lui un peu à la radio,
putain, c'est le texte, c'est tellement fort, quoi, toutes ces histoires qui racontent, et dans la manière dont il les dit, et ça n'a pas vieilli, parce que pour le coup, c'est ça une grande chanson, c'est qu'elle dépasse son époque, quoi, et elle est intemporelle. Il y a des gens qui font des tubes, et il y a des gens qui font des standards. Et la différence entre un tube et un standard, c'est qu'un standard, ça dure l'éternité, un tube, ça dure le temps d'un été. Elle était bien cette fin, non ? Bruno, en effet, Bruno, prenez la... Bruno. Vous êtes aussi un grand monsieur. D'abord, bravo et merci pour vos talents de pédagogue. J'ai écouté tous vos podcasts, lu tous vos livres, donc je sais de quoi je parle. Une parenthèse, en écoutant la chanteuse, qu'évidemment nous ne connaissions pas, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre Ella Fitzgerald au Live in Berlin ou à donc vous m'avez dit alors Carlos Santana, le grand guitariste, disait que le rythme c'est le père, celui qui donne la loi, l'autorité. Bon, il est quand même originaire d'Amérique du Sud, et l'harmonie c'est la mère, la douceur. Il voulait dire par là que effectivement le rythme prédomine l'harmonie. Je donne des cours de guitare et j'explique à mes élèves qu'une fausse note, c'est pas grave, tout le monde en fait, ça peut même être joli, vous le savez. Et que donc j'aimerais avoir votre sentiment sur s'il fallait vraiment dire sur le rythme qui prédomine l'harmonie, c'est-à-dire que le rythme c'est vraiment la base de tout pour jouer ensemble avec d'autres musiciens. Et pour amener aussi la contradiction, je vous ai bien écouté depuis le début, et quand vous dites que la musique c'est source de paix entre les êtres, j'ai deux remarques à vous faire. La première, c'est qu'il existe quand même la musique militaire qui peut pousser aussi à la violence, au conflit. Et il y a aussi l'exemple de groupes où les gens, les membres ne s'entendent pas, or le résultat produit peut parfois être magnifique. J'ai des exemples à vous dire, on pourra le dire. Voilà, donc merci. On a des lecteurs sacrément pointus à la Voix du Nord. Ouais, ça rigole pas. Alors, la musique, c'est le père, l'harmonie, c'est la mère. Pas mal du tout. Ça, c'est très sud-américain. Carlos Santana, il est sud-américain. Les Cubains disent même... dans les percussions, les cymbales, c'est les esprits de l'air, et les congas, c'est les esprits de la terre, quoi. Mais sur cette affaire de rythme, vous avez raison, c'est fondamental. C'est même, Nietzsche disait que la musique, c'était essentiellement du rythme, mais il ne parlait même pas d'autre chose. Il disait, ça c'est le principal. Il disait, c'est la pulsation de la terre, finalement. Beethoven, c'est du rythme. Pam 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 pam, pam 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 pam, ta 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 ta. Tout d'un coup, dans le rythme, vous avez cette notion quasi mystique où vous voyez vous voyez le temps qui passe. C'est peut-être le rythme qui est le plus proche de cette définition abstraite du temps. Le temps, aujourd'hui, il est remis en cause dans le monde quantique, y compris par les mathématiques. Il a été remis en cause par Einstein avec avec son truc de l'espace-temps, où il dit qu'il y a un endroit théoriquement dans le cosmos où le passé, le présent et le futur sont un seul et même instant. Mais tout d'un coup, le rythme devient le temps incarné. Et c'est la pulsion. La pulsion, c'est notre cœur qui bat. Et c'est ce qui nous permet de respirer aussi dans cette régularité. Et c'est ce qui permet à des musiciens, effectivement, d'être ensemble. Et elle est difficile, cette notion de rythme, quand on a commencé par le classique, comme j'ai commencé moi. Tous les classiques, ils sont coincés du cul avec le rythme. C'est terrible. On n'a pas la même notion, je veux dire, du truc. Et moi, j'ai mis du temps avant de trouver ce qu'on appelle... Pour un musicien, vous comprendrez ce que je veux dire, le tempo intérieur. Le tempo intérieur, ça veut dire que on se regarde, il y en a un qui fait ça, et puis on peut partir, et après ça, c'est suggéré en moi et en lui, et ça va toujours être là. Personne nous le fait, mais on va être ensemble quand même. Alors évidemment, quand il y a un batteur, ça devient évident, et c'est le batteur qui va tout ramasser. Mais avec cette histoire de rythme, j'aime bien donner cet exemple dont je parle dans un de mes bouquins sur l'expérience où vous prenez une planche de contreplaqué assez fine, vous la mettez sur 2 tréteaux
et dessus vous posez 100 métronomes mécaniques que vous réglez sur la même vitesse, mais que vous déclenchez les uns après les autres. Vous voyez le bordel que ça peut faire. Et bien au bout d'1 minute et demie, 2 minutes, ils sont tous synchronisés ensemble. Et c'est simplement la vibration de la planche de contreplaqué qui va les mettre tous d'accord. Quand vous me parliez de la musique militaire qui peut créer du conflit, c'est pas la musique militaire qui crée le conflit. La musique militaire, elle est faite pour que les hommes marchent au même pas, pour qu'ils deviennent une puissance. Et c'est grâce à cette musique qu'ils vont avoir une telle puissance qu'ils vont même être capables d'aller au casse-pipe. L'exemple le plus frappant, c'était les Anglais qui jouaient la cornemuse et tout, comme si de rien n'était, en kilt, sous la mitraille, et c'était les premiers à tomber. C'était important parce que tout d'un coup, là, on est dans ce qu'on appelle les musiques de tribu. Tout d'un coup, j'entends la musique de mon clan. C'est pas un hasard si chez les Écossais, en plus, le clan, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc, tout d'un coup, je reconnais, et là, je me fais plus petit que mon clan, et si je dois sacrifier ma vie pour que le clan continue, ça ira. Donc, il n'y a jamais des musiques qui incitent à la guerre, au fond. Il y a des musiques qui vous font, les musiques militaires, l'idée c'est qu'elles vous fassent marcher au pas et qu'elles synchronisent un petit peu une force et qu'elles rassemblent une équipe, de la même manière que les haka que font les rugbyman néo-zélandais, tout d'un coup ça vous soude un truc. Donc c'est plutôt des musiques qui vous font prendre conscience de votre groupe. Chez les Grecs, le rythme c'était Dionysos, la mélodie c'était Apollon. Donc une mélodie, elle a besoin des choses. Donc sur cette prépondérance du rythme par rapport à la mélodie, non, on peut pas les opposer puisque c'est les deux ensemble qui fonctionnent. Mais c'est vrai que il y a des choses qu'on a du mal à faire avec certains musiciens qui ont eu une autre éducation. Par contre, dès qu'on a cette notion du rythme, vous pouvez jouer, et ça, c'est ça qui est formidable, quoi. Parce que, encore une fois, on va s'accorder sur la même vibration et c'est capital. Et je crois que j'ai répondu aux deux questions, là. Est-ce que vous trouvez juste que le rythme dans le jazz ou le rock est plus complexe que dans la musique classique où c'est souvent binaire, bien net? Il y a parfois des notes qui sont derrière le temps ou devant le temps qu'on ne trouve pas dans le classique. Alors, ce qui se passe dans le classique, c'est qu'il y a quand même le chef d'orchestre qui est là, et il y a ce qu'on appelle des ralentis, il y a des expressions. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas cette régularité non plus. Ce qui se passe dans le rock, ce qui est intéressant, et je me posais la question, le rythme du rock, c'est quoi? Poum, ta, poum, ta, poum, ta. C'est-à-dire que c'est l'afterbeat, le deuxième temps. Ce rythme-là, il vient des chain gangs. Les chain gangs, c'était quoi? C'était les bagnards qui étaient enchaînés et qui, dans les bagnes du Mississippi, au début du XXe siècle, ils étaient enchaînés, ils devaient taper avec le marteau, tous ensemble. Il fallait qu'ils soient synchro, parce que déjà, ils étaient enchaînés, et pour que ce soit efficace, pour que la traverse, elle soit... S'il y en a un qui tapait plus fort ici et l'autre là, ça marchait pas. Donc du coup, la synchro, c'était 1, 2, 3, 4. Et du coup, obligé de chanter pour que le truc il devienne, presque naturel, et c'est ça qui donne le tempo. Donc c'est rigolo, et c'est le chain gangs va donner ce genre musical là qui va devenir le rock en accéléré, quoi. Donc il y a aussi cette idée de on est tous sur le même tempo pour faire quelque chose, et ça va vibrer. Si il y a qu'un moment où on arrêtait de jouer la musique chez les militaires, c'est quand on passait sur un pont. Parce que s'ils avaient gardé tous le même pas,
le pont, il pouvait se casser la figure, quoi. Tellement il y a de la puissance. Il y a une dernière question, on arrive à la fin de cette rencontre déjà, pour Olivier. Olivier, conclusion. Oui, merci. Donc André, j'ai une question à vous poser. Je prends en fait une dépêche AFP qui a été publiée le 21 février 2025. Il est marqué « L'improvisation musicale deviendra une des disciplines principales au conservatoire », a annoncé le ministère de la Culture. Cette annonce fait suite aux recommandations d'une mission confiée au musicien de jazz André Manoukian. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, dans cette publication, vous avez marqué que André Manoukian a proposé la création d'un réseau actif de musiciens susceptibles de transmettre leurs pratiques d'improvisation à travers de courtes vidéos, etc., etc. Donc ma première question, c'est déjà où vous en êtes de cette mission, parce qu'elle devait être mise en place à la rentrée 2025. Et la deuxième question que j'ai, c'est comment vous allez faire avec les professeurs qui sont dans ces écoles de musique, parce que moi-même, je suis professeur de piano en musique actuelle, et la majorité de mes élèves sont des gens qui ont suivi des cursus dans des conservatoires ou des professeurs, on va dire de façon traditionnelle, et ils connaissent rien à l'harmonie. Ils savent pas ce que c'est que la notation internationale, ABCDEFG, ils savent pas ce que c'est que le rythme, ils savent pas, voilà, ils ont fait 14 ans de piano, ils savent rien jouer, entre guillemets. Donc comment vous allez faire avec ces professeurs qui enseignent dans ces conservatoires? Voilà ma question. Alors, très bonne question. Je vais vous imposer d'être court. Comment? Je vais vous imposer d'être court. Ah merde, ok. Mon idée, c'est de faire des tutos. On est au 21e siècle. À la base, je voulais faire une méthode. L'idée, c'est de former les formateurs. On est d'accord? On a fait un colloque suite à ça. J'ai dit, je veux d'abord faire un état des lieux pour savoir ce qui se passe dans les conservatoires. Parce que quand Didier Lockwood a fait une mission aussi, il y a 15 ans maintenant, et qu'il a constaté ce que vous êtes en train de dire, il l'a écrit d'une manière un peu comme il la voyait. Et du coup, en gros, les gens des conservatoires, les profs l'ont très 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 mal pris parce que... En fait, ils forment des interprètes virtuoses. Oui, on est d'accord. Et du coup, ça a servi à rien ce qu'il a fait parce que ça a été rejeté. Moi, j'ai dit, je veux voir ce qui se passe. Et j'ai été agréablement surpris. Ce que je ne savais pas, c'est que déjà, les conservatoires sont autonomes. Et c'est qu'ils peuvent décider, dans un conservatoire, on va faire ça, dans un autre, etc. Donc... je me suis aperçu qu'il y avait plein d'initiatives pour l'impro dans des conservatoires, mais qu'ils étaient tous un petit peu, ça dépendait du prof qui arrivait et tout ça. Donc, dans un premier temps, on a dit on va rassembler tout ça, et puis on va examiner ceux qui ont envie de le faire. Tous les musiciens qui jouent en concert, dont moi, quand on se déplace, on va essayer de centraliser ça pour dire, tiens, il y a un tel qui joue, je sais pas, il y a Ibrahim qui joue à Lyon, pendant sa balance, il va recevoir. Donc, je voulais faire un réseau d'ambassadeurs, ok, recevoir les gens pendant une balance, comme là, on a cette conversation ensemble. Et moi, ça m'arrive très souvent, quand je suis en concert à La Rochelle, tout d'un coup, il y a le conservatoire qui me dit vous voulez bien recevoir nos élèves, ou des profs de musique des écoles et tout, qui me disent voilà, et aucun musicien dit non, j'ai pas envie de recevoir des gosses et tout, quoi. On le fait tous. Et parfois, ça peut être une impulse pour les gosses. Deuxième truc, c'est que je voulais faire une méthode d'improvisation. J'ai mandaté des gars, ils ont été me chercher. Mais moi, attention, il ne s'agit pas de jazz. Et ce que je veux faire, c'est aux enfants. C'est-à-dire que l'improvisation, c'est un jeu d'enfants. Ok, et remettre de l'oralité dans l'apprentissage aux enfants. Et il y a des méthodes. Il y a les Suisses qui font ça. Il y a la méthode Suzuki. Il y a des méthodes qui sont basées sur le jeu. Parce qu'un enfant, il a envie de jouer. Et je vous rappelle au passage qu'on dit jouer de la musique. Apprendre le solfège à un gosse avant qu'il touche un instrument, c'est complètement stupide. Et c'est aussi con que si vous dites à votre enfant qui vient de naître, t'as pas le droit de parler, je te parlerai pas avant que tu ne saches lire ou écrire. J'ai été trouver des méthodes, parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que Jean-Sébastien, il improvisait. C'est que Mozart improvisait, Beethoven improvisait, il y avait des battles et tout. Donc, moi, j'ai dit, c'est ça que je veux mettre en avant. Donc, j'ai été retrouver des méthodes que Bach utilisait pour improviser. D'une certaine manière, on a 3 notes, do, ré, mi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire do, mi, ré, mi, do, etc. Toutes les combinaisons qu'on peut faire. Et retrouver ces méthodes-là, simplement pour que les enfants
arrivent tout d'un coup à se dire bah, c'est un jeu et je ne vais pas faire que lire de la musique. Donc, pour ça, il faut former les formateurs. Former les formateurs au XXIe siècle, ça veut dire quoi? Dans un premier temps, je me disais, on va faire une méthode collective, avec en mélangeant la méthode de la Berkeley avec les méthodes d'improvisation classique à haut niveau, etc. Et puis, dans un deuxième temps, mon ami Jean-François Zigel me dit « Si tu fais une méthode, les profs au conservatoire, ils ont horreur de ça. Des méthodes, il y en a 150, une méthode de plus et tout. » Je dis « Ok, on est au 21e siècle, on va faire des tutos. » Donc, un tuto d'1 minute. Parfois, sur Instagram, je suis abonné à tous les jazzman possibles et imaginables. Tous les matins, je me lève. Tous les matins, je vois un phrasé, je fais merde, celui-là, je ne l'avais pas. Il va me demander 3 mois de boulot, celui-là. Une vidéo de 30 secondes, et moi, j'ai 3 mois de boulot derrière. Mais je trouve ça génial. Et du coup, quand j'ai dit ça aux profs qui étaient là, ils m'ont dit c'est génial. Pour nous, au moins, ça va nous parler. Surtout que là, c'est facile, ce que je réclame. Juste des jeux, des petites postures qui fassent que n'importe quel prof, même si c'est pas improvisé, il va comprendre. Je donne 3 notes à un enfant, combien de combinaisons avec ça? Après, on va faire des combinaisons rythmiques, etc. Donc, un truc pour qu'à la fois le prof, en même temps que l'enfant, aille sur ce chemin-là. Ouais, maintenant, le bordel... On peut parler des adultes aussi, parce que les adultes, souvent, ils veulent accéder à des répertoires. Ils veulent jouer du Véronique Sanson, ils veulent jouer de l'Elton John, ils veulent jouer, je sais pas, on demande de Billie Eilish, etc. Et ça se joue pas comme un prélude de Bach. Avec une clé de sol, une clé de fa, main droite, main gauche, main ensemble, etc. Ça se joue pas comme ça. Et ces professeurs-là, ils n'ont pas cette approche avec les accords, avec un peu d'improvisation, un peu de rythme, etc. Donc comment on va faire pour les faire migrer vers une autre voie, quoi? Je vous dis le tuto, vraiment le tuto. On est, voilà. Parce que pour le coup, tout est dit, parce que vous avez l'exemple en même temps, et puis parce qu'il peut y en avoir autant, on peut en faire une pléiade, et il faut que le prof soit volontaire pour faire ça, sinon ça ne marche pas. Donc on va s'adresser à des volontaires qui ont envie d'y aller, et puis ensuite on fait des bilans, des colloques 1 fois par an. Maintenant, avec le bordel ambiant, vous vous rendez compte du gouvernement, vous voyez le bordel. En plus, Rachida, entre nous, soit dit, c'est pas... Enfin, vous savez pourquoi elle m'a confié cette mission? Parce qu'on s'est engueulés tous les deux sur un autre sujet, sur l'Arménie, et parce qu'elle était du côté de l'Azerbaïdjan. Donc elle a voulu me convoquer pour me dire, mais je suis pas celle que vous croyez et tout. Et en partant, je lui dis, sinon ça vous plaît la culture comme job et tout? Je dis, poussez l'improvisation dans les conservatoires. Et derrière, elle m'envoie le message, je dis, non mais c'est pas vrai, ils sont trop gonflés. Et puis finalement, je me suis dit, quand tous les gens du ministère se sont mis à m'appeler, j'ai dit, bon, la cause est plus grande que mon honneur, allons-y. Mais, et pour finir, elle a introduit une valeur d'improvisation dans les conservatoires, ce qui fait que ça va encourager les gosses à y aller, les profs à y aller aussi, et ça va faire une option de plus pour qu'ils aient leur diplôme ou pas. Mais le boulot, il reste entièrement à faire. Et donc j'attends le prochain ministre de la Culture. Hein? D'être ministre de la Culture? Non, moi je voudrais être ministre de l'Intérieur. Parce que transformer chaos en cosmos, c'est notre job. Ça, c'est une belle conclusion. Ça, c'est une très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup, André, pour cet instant. Merci les amis, votre question était vachement bien. Merci au Furet du Nord pour la collaboration, merci à Weo pour les moyens techniques, et merci à vous, chers lecteurs, de vos questions si pertinentes. À très vite.